Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire réalisé en partenariat avec le centre hospitalier de Dunkerque et le CD2S sur la mise en place des soins éco-responsables. Donc juste avant de commencer ce webinaire, merci de couper vos micros mais laissez vos caméras allumées, c'est plus sympa pour nous de voir des personnes plutôt que des écrans noirs. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a la petite main levée. Vous pouvez prendre la parole en cliquant sur la petite main. Vous pouvez noter aussi également dans la conversation voilà, vos petites questions et on fera des temps d'échange. On vous propose du coup voilà, on réalise nos présentations et puis on répondra aux questions du coup à la fin des présentations parce que je pense que les présentations vont se compléter, donc il y aura peut-être des réponses que vous allez avoir du coup dans les différents supports. Les supports vous seront envoyés par mail et du coup le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Alors, avant de commencer, un grand merci du coup au docteur Fortry du CH de Dunkerque de nous faire ce retour d'expérience et à Madame Vinclair du C2DS, donc également d'être présente aujourd'hui. Au niveau du déroulement, donc très rapidement par le RSQR, les attendus de la certification. Donc juste un rappel, voilà, vous savez qu'il y a un nouveau référentiel, le 6e cycle de certification, un nouveau manuel qui est voilà, apparu donc en janvier qui sera applicable du coup en septembre. Donc juste des points rapides sur les nouveaux critères. Ensuite, on verra les outils du C2DS avec Mme Vinclair et le retour d'expérience du CH de Dunkerque, donc médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette. Alors, très rapidement, donc sur les attendus de la certification, donc au niveau des critères HS, on a 3 critères sur le développement durable. Donc, le critère en lien avec les équipes sont engagées dans une réflexion afin d'assurer des soins éco-responsables. Et ensuite, on a 2 critères plutôt liés à l'engagement de l'établissement. Donc, l'établissement s'engage dans des soins éco-responsables et l'établissement agit dans la transition écologique. Donc, si on décrypte un petit peu les critères, donc au niveau du critère 2.404, donc les équipes sont engagées dans une réflexion afin d'assurer des soins éco-responsables. Donc déjà, on ira voir, donc c'est la méthode de l'audit système. Donc on ira voir, les experts visiteurs iront voir si au niveau de la gouvernance, si l'établissement informe les équipes des efforts conduits en termes de consommation d'eau, d'énergie, de ses émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, toujours la méthode de l'audit système. Au niveau des professionnels, est-ce qu'il y a une réflexion pluriprofessionnelle sur la réalisation de soins éco-responsables? Est-ce qu'elle est menée afin d'identifier des actions d'amélioration au sein des services? Donc là, en fait, c'est aussi de l'audit système, hein, c'est les experts. Je vous expliquerai juste ensuite la méthode de l'audit système. On va voir au niveau de la gouvernance, voilà, ce qui est mis en place pour voir du coup l'application ensuite sur le terrain. Au niveau, est-ce que la révision des protocoles de soins prend en compte la dimension de soins éco-responsables, par exemple la réduction des interventions inutiles, la révision du matériel nécessaire, etc. Et est-ce que l'équipe évalue l'impact des actions en faveur des soins éco-responsables qu'elle met en œuvre? Au niveau du critère 3.402, donc l'établissement s'engage dans des soins éco-responsables. Donc là aussi, hein, au niveau de la gouvernance, est-ce que le projet d'établissement du coup intègre cette stratégie de développement durable? Partagé du coup avec les partenaires de territoire? Et est-ce que l'établissement a mis en œuvre des procédures favorisant les achats éco-responsables? Au niveau des professionnels, est-ce que tous les services ou à minima les pôles développent une action en faveur du développement durable? Donc là, ce que les experts iront voir, c'est voilà, est-ce que dans les services, il y a des actions en lien avec le développement durable? Est-ce que le référent développement durable accompagne les professionnels dans la mise en œuvre des projets développement durable au niveau des unités et des services? Donc là, il vous faut un référent développement durable au sein des établissements. Et est-ce que les équipes sont sensibilisées aux soins éco-responsables et à l'impact environnemental de leurs pratiques? Ensuite, au niveau du critère 3.403, donc l'établissement agit pour la transition écologique. Au niveau de la gouvernance, donc est-ce que la gouvernance ajuste sa stratégie aux risques environnementaux auxquels il est exposé? Est-ce qu'il favorise la mobilité durable pour ses professionnels et ses patients? Est-ce que l'établissement réduit ses déchets à la source? Est-ce qu'il y a une filière adaptée qui est mise en place pour chaque type de déchet et suit la procédure de traçabilité? Et est-ce que l'établissement met en œuvre un plan de rénovation de ses locaux?
Donc là également, c'est de l'audit système et on aura du coup de l'observation où les experts iront voir au niveau du tri des déchets, est-ce que ce tri des déchets est opérationnel? Est-ce qu'il y a des poubelles de tri dans les différents types pour les différents types de déchets? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'il y a des affichages qui expliquent les règles de tri, et cetera? Donc juste pour vous faire un focus, parce que voilà, ces critères seront évalués, par la Haute Autorité de Santé via la méthode de l'audit système. Donc la méthode de l'audit système, concrètement, c'est la seule méthode où on part de la gouvernance et du coup, on va voir sur le terrain l'application sur le terrain. Les autres méthodes, que ce soit patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, on part du terrain pour remonter vers la gouvernance. Là, l'audit système, on part de la gouvernance et les experts iront voir du coup l'applicabilité sur le terrain. Donc cette méthode audit système évalue d'une part la stratégie institutionnelle qui est impulsée par la gouvernance de l'établissement et d'autre part, du coup, la participation des professionnels de terrain et des représentants des usagers à sa mise en œuvre. Donc juste pour vous faire un petit rappel sur les différentes méthodes, sur la méthode de l'audit système, on a une consultation documentaire, donc avec l'analyse des documents, donc ça vous connaissez tous, hein, qui est disponible dans Calista. Avec, voilà, qui permet de synthétiser les points abordés en visite et voilà, de pouvoir demander à l'établissement des documents complémentaires à mobiliser si nécessaire et identifier du coup les services et les professionnels qui seront rencontrés. Ensuite, il y a une rencontre avec la gouvernance où là, on va évaluer du coup l'implication de la gouvernance en fonction du coup des critères qu'on a dit, juste au-dessus. Une rencontre avec, les professionnels et c'est là où en fait, il y a tout l'enjeu et c'est, voilà, on va évaluer la diffusion, l'appropriation et la déclinaison concrète sur le terrain de la politique, des activités et des actions portées, avec une validation, une confirmation, une invalidation de ce que la gouvernance a rapporté et une organisation, si possible, d'une rencontre avec les professionnels de nuit. Alors ça, c'est vrai qu'il faut Non, pas la c'est bien mettre le de 5, côté. regarde, c'est ça. Ouais, qu'il ne faut pas la mettre de côté parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus, d'établissements où en fait les professionnels de nuit sont rencontrés. C'est que les experts, n'hésitent pas à aller interviewer du coup, ces professionnels de nuit, donc ne pas oublier aussi d'aller, les évaluer. Donc rencontre avec l'encadrement médical et paramédical. Donc là, c'est vrai que c'est la nouveauté au niveau de l'audit système sur ce 6e cycle de certification, que c'est que dans l'audit système, il y a une rencontre. Auparavant, il n'y avait qu'une rencontre avec les professionnels. Là, il y aura aussi également une rencontre avec l'encadrement médical et paramédical, du coup, pour forcément évaluer l'implication dans les démarches d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et évaluer du coup l'accompagnement dans l'exercice de leur mission. Et ensuite, une rencontre avec les représentants des usagers, donc pour évaluer l'implication du coup de ceux-ci au sein de l'établissement. Et ensuite, donc en parallèle, on l'a vu, ce sera également évalué via la méthode des observations. Donc la méthode des observations, elle est concomitante à toutes les autres méthodes. Vous allez la retrouver dans toutes les autres méthodes et cette méthode d'observation permet d'évaluer visuellement ou oralement le respect des bonnes pratiques sur le terrain. Donc là, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que les experts ont vraiment un œil sur tout, voient tout. Donc voilà, l'idée, c'est aussi ne pas mettre de côté cette partie observation parce qu'elle est, également très importante, notamment au niveau du tri des déchets. Les poubelles de tri pour les différents types de déchets, est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que, voilà, tout ce qu'on s'est dit auparavant, est-ce qu'il y a des affiches qui expliquent, les règles de tri? Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour, cette partie, on va dire, le socle certification? Alors, je vous partage du coup, je vais laisser la parole à madame Vinclair du C2DS et je partage, hop, Parfait. et Merci voilà. beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Wiebke Winkler. Je fais partie du C2DS en qualité de salarié depuis 2010. Donc, 2010, ceux parmi vous qui sont dans la qualité depuis 2010 se rappellent sans doute qu'en 2010, la V 2010, c'est la première fois que des critères développement durable faisaient l'entrée dans le manuel de certification. D'ailleurs, petite anecdote pour briser la glace, comme on dit. Un de mes premiers dossiers, c'était de faire un appel à participation auprès des 110 établissements qui composaient à l'époque notre association afin d'alimenter en fait des fiches
sur le site de la HAS avec des initiatives qu'on pouvait mettre derrière les différents critères développement durable. Donc aujourd'hui, merci beaucoup de C2DS. Vous voyez sur la carte de France devant vous qu'on n'est plus à 110. On a bien grandi. Aujourd'hui, on est toujours un réseau national donc qui existe depuis 2007. On aime dire que nous sommes un réseau de solutions, surtout tournés vers le retour d'expérience inspirant et duplicable pour tous. Ça va être la prochaine diapositive déjà. Ça va aller assez vite au niveau des diapositives. Donc aujourd'hui, nous comptons 933 établissements adhérents sanitaires et médico-sociaux, donc privés, publics, publics. On fait l'animation de réseau. Je vous expliquerai d'ici quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire exactement. On fait aussi ce qu'on appelle l'incitation au changement. Ça se fait grâce à des initiatives de terrain qu'on essaye de porter dans le cadre d'actions collectives. Donc, la présentation qui va suivre ma petite intervention aux médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette, fait partie de ces actions collectives. C'est une germe, c'est une idée qui avait germé au sein de notre club métier pharmacie, qui fait partie des 12 clubs métiers que nous animons chaque mois au C2DS. Ça va être la prochaine diapositive. Donc là, vous voyez vraiment l'écosystème dans lequel nous inscrit notre animation de réseau, résolument tourné vers le retour d'expérience dans les clubs métiers qui sont toujours pendant 1 heure en visio, donc une fois par mois. Nous laissons vraiment la parole à nos établissements adhérents pour qu'ils puissent présenter un retour d'expérience et pour qu'ils puissent avoir cet espace vraiment dédié à l'échange en bienveillance sur les initiatives qui fonctionnent en matière de développement durable en établissement sanitaire ou médico-social, mais aussi sur les initiatives qui ont moins bien fonctionné pour que les uns puissent aussi apprendre des erreurs des autres. Et je me permets du coup une petite page pub parce que vous voyez à 11 heures sur la diapositive de Club ACV Soins, c'est un club de métier qui est assez récent, donc qui aura sa 3e édition demain, entre midi et 13 heures. C'est un club qui est ouvert à tous. Donc là, vraiment, on va plonger dans la profondeur de l'éco-conception des soins parce que nous aurons 2 médecins, donc très précisément une pharmacienne et un médecin, qui vont nous expliquer comment ils sont parvenus à éco-concevoir un soin. L'inscription se passe à travers la page d'accueil de notre site internet. Tout le monde est bienvenu. Prochaine diapositive. Au niveau de thématiques qui sont abordées, vous savez que le développement durable en établissement sanitaire et médico-social a de multiples facettes. Nous essayons de combiner ou de synthétiser, de collecter les initiatives sous 4 empreintes. Donc, il s'agit bien entendu de réduire l'empreinte carbone des établissements. Il s'agit aussi de réduire l'empreinte hydrique ou l'empreinte chimique des établissements. Avec l'empreinte chimique, on peut bien entendu, on parle du fait que on peut opter, par exemple, pour on va prendre un exemple de l'hygiène des sols. Au lieu de faire appel à des détergents désinfectants, on peut aujourd'hui faire appel à des solutions alternatives qui recourent que aux microfibres à l'eau. Là, typiquement, l'établissement qui met en place ce type de démarche en matière d'hygiène des sols va réduire son empreinte chimique. Et puis, par rapport à l'empreinte sociale, finalement, il ne s'agit pas de la réduire, mais de la renforcer. Donc, tout ce qui touche aux droits sociaux, au progrès social au sein des établissements sanitaires ou médico-sociaux. Prochaine diapositive. Là, on s'est prêté à l'exercice de vous faire un petit schéma, un cercle vertueux. Comment manager la transition ou la transformation écologique à l'hôpital? Vous vous en doutez, il n'y a pas une façon de faire, mais il y a des multiples façons de faire. C'est sans doute un patchwork qui combine différentes initiatives issues des 4 catégories. Donc, devenir résilient, adopter une approche sur le long terme, s'inscrire dans les grands axes, dans les grands plans nationaux et métiers, et se conformer à la réglementation qui permettent d'avancer sereinement, progressivement, mais de façon pérenne en matière de développement durable en établissement sanitaire. On va revenir dessus. Je vais vous donner quelques outils, je vais vous donner quelques exemples, mais aussi je vais vous faire un petit peu de contexte parce que nous, au C2S, on part du principe que la pédagogie, prendre le temps d'expliquer, ça fait partie des outils que nous mettons en œuvre auprès de nos adhérents et en général, au plus large, des établissements qui souhaitent nous écouter.
En parlant de résilience, on va s'affronter à ce visuel qui nous permet de comprendre si la température moyenne augmente en France, bah, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement sur le terrain. Si je suis un établissement à Paris, ben, la conséquence pour mon établissement, ça sera que je serai dans un climat de mon pays avec tous les changements nécessaires que cela implique. Prochaine diapositive. Aujourd'hui, on a vraiment les possibilités de se rendre compte de l'impact précis de l'activité humaine sur les écosystèmes. On n'est plus dans le oui, sans doute, ou peut-être, on est vraiment dans la modélisation des impacts. C'est des chercheurs qui travaillent là-dessus. Là, notamment, c'est un centre de recherche qui est basé en Suède et qui vraiment publie régulièrement les données disponibles en lien avec les 9 limites planétaires. Donc, si la pression humaine, donc la pression de l'activité humaine augmente encore davantage, qu'est-ce que ça implique? Aujourd'hui déjà, qu'est-ce que ça implique? Et au-delà de ces 9 limites planétaires, il s'agit aussi, bien évidemment, comprendre qu'est-ce que ça implique pour votre établissement, parce que en matière de développement durable, de responsabilité sociétale et environnementale, responsabilité sociétale des entreprises, pardon. Il s'agit bientôt toujours de penser global, mais dire local. Et on va aller plus dans les détails maintenant avec la prochaine diapositive. Ça, c'est vraiment la réponse historique à l'échelle mondiale. Vous connaissez les 3 objectifs du développement durable, les 3 objectifs équilibrés du développement durable. Donc, on cherche à préserver l'environnement, on cherche à soutenir le progrès social et vraiment le développement économique. Donc, je pense, j'ose dire que force est de constater que les objectifs sont absolument pas équilibrés, mais que le volet économique est toujours prédominant. Face à ce constat, il y a une dizaine d'années, l'ONU s'est lancée dans une autre démarche, et ça sera la prochaine diapositive, c'est ce qu'on appelle les 17 ODD. Donc, c'est les 17 objectifs de développement durable pour engager le monde. On va pas aller passer en revue. L'objectif est vraiment de vous transmettre cet outil, de vous savoir que cela existe, d'où ça vient. Ça fait 10 ans que ça existe. Ça fait exactement ces 10 ans ce septembre. Parce que c'est un outil qui finalement comment dire, il est encore peu utilisé en France par les établissements sanitaires, mais ce n'est pas le cas à l'étranger. Ça va être la prochaine diapositive. Parce que pour structurer son approche sur le long terme, il y a des établissements, notamment en Suisse, aux Pays-Bas, qui ont choisi d'utiliser ces 17 objectifs du développement durable. Donc là, le visuel que vous voyez en haut à gauche, c'est la déclinaison opérationnelle par les CH Erasmus de Rotterdam, donc aux Pays-Bas, qui se posait la question comment on fait comment dans notre activité fait-on ou peut-on faire pour contribuer à au maximum de ces 17 ODD du développement durable. On a eu la chance dans le cadre de notre conférence internationale CleanMed qui a lieu en septembre dernier à Lille d'écouter un représentant des hôpitaux universitaires de Genève et on l'avait justement invité pour nous expliquer comment le projet finalement d'établissement en matière de développement durable ça a pu se structurer et concrétiser grâce à ce passage en revue des 17 ODD. Et finalement, quand ils ont fait l'inventaire, si j'ose dire, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un impact positif sur les 16 des 17 ODD, donc les objectifs de développement durable. En France, pour l'instant, on n'a trouvé qu'une seule initiative en lien avec ces 17 ODD au niveau d'un CHU, c'est celui de Limoges, qui en 2023, donc en août 2023, ça c'est le visuel que vous voyez en haut à droite, s'est vu décerner le label Limoges durable décerné par la ville de Limoges. Prochaine diapositive. Parce que, encore une fois, il n'y a pas une façon de structurer sa démarche, mais il y a de multiples façons. À chacun, finalement, de trouver la façon qui convient le mieux à la façon de procéder de son établissement. Il y a eu en 2012, 13, 14, 15 un vrai engouement pour l'ISO 26000, donc la norme de responsabilité sociétale des organisations. À l'époque, nous étions prêtés à l'exercice d'établir un guide de lecture en partenariat avec
l'AFNOR. Donc, vous voyez les visuels sur la diapositive. Ces guides de lecture sont libres d'accès. C'est un guide de lecture, ça veut dire que pratiquement on a passé en revue les différents paragraphes de la norme pour se poser la question et en pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour un établissement sanitaire et quels sont les indicateurs qu'on peut associer. Donc, ce travail a finalement presque à peu près 10 ans maintenant, mais ça n'enlève rien à la pertinence des initiatives parce que très souvent, l'hygiène des sols, par exemple, l'exemple que j'ai cité avec le remplacement du détergent désinfectant par les microfibres et l'eau, ça a autant de valeur en 2015 que ça en 2025. Donc, il y a vraiment des initiatives qui perdurent dans le temps, qui ont fait ses preuves et que vous pouvez trouver dans ce guide de lecture. Donc, puisqu'on parle de certification, ça sera celui pour les secteurs sanitaires, donc en libre accès disponible sur les sites de C2DS. Prochaine diapositive. Et alors, là, c'est vraiment pour vous expliquer dans quelle mesure ça s'imbrique en fait entre les différentes initiatives, les plans, la certification, la réglementation et puis les engagements pris par la France. Donc, pour vous décortiquer un peu ça avec l'exemple du climat, donc avec l'accord de Paris, la France s'est engagée à faire en sorte il y a une double de mettre en œuvre des initiatives qui devraient permettre voilà. Donc, il y a une contribution de la France directement pour répondre à ces engagements. Il y a aussi une contribution de la France à travers tout ce qui est du ressort d'initiative de l'Union européenne. Et finalement, pour parvenir à tenir ces engagements, la France, ça va mettre en place toute une panoplie de législation et de réglementation. Vous les connaissez, vous les avez forcément déjà croisées d'une façon et d'une autre dans vos établissements. C'est la loi Elan, la loi Egalim, la loi AGEC, la loi LOM, et j'en passe, qui finalement mettent en place les initiatives sur le terrain, donc auprès des acteurs économiques, qui vont permettre à la France de répondre de façon présente à ces engagements pris auprès de l'Union européenne ou qui découlent de l'Union européenne, puisque nous sommes un État membre de l'Union européenne, et pris au niveau mondial en signant l'accord de Paris. Et puis finalement, il y a aussi la contribution métier. Et c'est ça que vous trouvez à travers les différents points qui concernent votre démarche développement durable au sein de la certification. Il y a aussi tous les annexes, si j'ose dire, mais annexes, ça veut dire toujours autant important, qui sont les plans nationaux, les plans régionaux, qui sont pas toujours connus par par les établissements, par les acteurs professionnels, mais qui ont mérite de l'être, et on va revenir dessus d'ici quelques minutes. Prochaine diapositive. Alors, quand on parle de transition écologique, on parle souvent du climat parce que c'est la priorité, c'est vraiment un point très important actuellement. Il s'agit bien entendu d'atténuer l'impact, d'atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais il s'agit aussi de s'adapter au changement climatique puisque le mouvement est en route. Il s'agit vraiment de prendre conscience et de faire en sorte qu'on puisse au mieux être résilient, parce que résilience, c'est finalement la capacité d'un système à surmonter des difficultés pour retrouver un fonctionnement comme avant ou normal. Et les établissements sanitaires ont cette situation particulière que vous allez non seulement vous rappelez de la carte de France que je présentais en ouverture, vivre dans un environnement qui aura changé, mais vous allez aussi être la profession qui va faire en sorte de traiter en fait finalement l'impact sanitaire engendré par les dérèglements climatiques. Et du coup, aujourd'hui, on ose dire que vous serez des bases avancées de gestion des crises sanitaires permanentes. Par exemple, en 2021, vous ne serez plus des lieux de soins classiques. Prochaine diapositive.
Et finalement, pour arriver à s'adapter, pour arriver à atténuer les changements, donc il y a toute une panoplie de plans qui a vu le jour au cours de ces dernières années. Il y a notamment une vraie accélération après l'accord de Paris. On va pas entrer dans les détails, juste pour vous signaler que ces documents existent. C'est souvent des documents qui sont assez costauds à lire, mais il y a toujours une synthèse qui existe qui vous permettra de comprendre vraiment l'essentiel de l'essentiel, que ça soit au niveau national, donc là vous voyez tout à gauche, que ça soit vraiment spécifique pour le système de santé et avec les propositions, notamment là vous voyez les 50 propositions de la Fédération hospitalière française, euh, pardon, Fédération hospitalière de France, pardon, en ce qui concerne la transformation écologique du système de santé, à l'intérieur du document de planification qui rend officiel, qui institutionnalise en fait finalement la transformation écologique du système de santé. Ça va être la prochaine diapositive. On a notamment les 7 champs d'action pour assurer euh, la transformation écologique du secteur, des sujets, des thématiques classiques, si j'ose dire, comme le bâtiment, les achats, les soins éco-responsables, qui vraiment, ce terme jusqu'ici, il n'était pas utilisé dans les documents officiels, donc il est vraiment ancré maintenant dans la démarche de transformation écologique du système de santé. Les déchets, la formation, c'est toujours important un sujet, la mobilité durable ou les mobilités durables, et finalement toute la question du numérique. Prochaine diapositive. Donc là, vraiment, là, je ne vais pas revenir sur critères de certification, juste pour vous signaler qu'effectivement, aujourd'hui, avec l'établissement du bilan d'émissions de gaz à effet de serre complet par les établissements, on sait qu'il est extrêmement important de travailler sur la partie des achats. Donc là, juste pour vous signaler en matière d'achat éco-responsable, ça va être la prochaine diapositive. Il y a 2 sujets qui sont importants, les médicaments dont parlera le CH de Dunkerque et aussi les dispositifs médicaux. On a pris de l'avant avec le C2S, on a contacté les SNITEM, donc c'est les industries de dispositifs, les fabricants des dispositifs médicaux, pour travailler sur finalement un index volontaire qui permet aux acheteurs hospitaliers de faire les choix en connaissance de cause. Donc ça, c'est un index qui a été annoncé à la presse il y a quelques semaines. La norme, elle va être publiée c'est le 16 juin, et vous allez pouvoir participer à des petits webinaires de présentation pour qu'on vous explique exactement qu'est-ce qui se cache derrière cet index et comment cet index est un outil au service de la démarche durable de votre établissement. Prochaine diapositive. Les déchets, alors, depuis toujours, les déchets, c'était un sujet... Pardon? Ah, pardon. Depuis toujours, les déchets, c'est un sujet qui est important. C'est souvent la première porte d'entrée dans une démarche de développement durable des établissements. La question des dasseries, la question de la réduction des dasseries par un juste tri des dasseries à la source est un sujet qui existe depuis toujours. Pour vous signaler que les guides d'Asri 2009, qui étaient en révision depuis quelques temps, on a bon espoir qu'ils puissent voir le jour en 2025, parce qu'on a eu la chance d'être relecteur de la version, je sais pas comment on dit, avant-première, avant-finale, pardon. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de comprendre la gestion moderne, donc en 2025 des déchets, comme on a dit, comme dit en introduction, par exemple, à la réduction à la source des déchets, c'est un terme, il y a quelques années encore, ça n'existait pas dans les documents officiels. Donc là, maintenant, vraiment, on est dans une démarche qui est intelligente, qui est engagée, et qui nous permet vraiment cette transformation dont on a besoin.
Prochaine diapositive, parce que en matière de déchets, beaucoup de réglementations, beaucoup de textes en matière de déchets découlent de l'Europe, de l'Union européenne. C'est un sujet où les textes réglementaires sont vraiment arrivés à maturité. Ils sont arrivés à maturité. Ça se passe dans le code de l'environnement. Donc, il y a vraiment ce- ce- cet engagement de se tourner vers la valorisation en matière de déchets. Donc, là, typiquement, la photo que j'ai mis pour illustrer cette diapositive, euh, elle est du passé. Parce que là, il s'agit vraiment d'une gestion linéaire des déchets, c'est-à-dire qu'on jette le produit, il devient un déchet, il est détruit parce qu'il n'y a aucun tri et rien est mis en place en amont. Donc aujourd'hui, oui, il faut adapter les environnements qui permettent finalement aux professionnels de trier. Aujourd'hui, il s'agit de trier un déchet qui peut être valorisé, donc recyclé. Pour ça, vous avez tout un écosystème réglementaire qui s'est mis en place et quand vous recevrez la présentation, vous verrez que ça ressort pas là dans cette version de ce format de projection, mais vous aurez les hyperliens directs pour aller à la source des textes pour vraiment faire un tour d'horizon en matière d'obligations réglementaires par rapport à la gestion durable des déchets. Prochaine diapositive. Euh, Alors, quand on parle du fait qu'il faut informer les équipes des efforts conduits en termes de consommation d'eau, d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, il s'agit de travailler sur les réductions. Mais avant de travailler sur les réductions, bien entendu, il faut savoir, il faut comprendre, il faut trouver des outils pour travailler. Et là, je voulais juste attirer votre attention sur un outil qu'on a mis en place en termes d'eau, parce que la question de l'eau est surtout, c'est un sujet qui est encore peu abordé par des établissements. Ça va être la prochaine diapositive. Pour attirer votre attention sur le site de BRGM, qui publie régulièrement en fait la situation des nappes phréatiques en France parce que la situation des nappes phréatiques évolue. Vous, dans les Hauts-de-France, vous êtes surtout plutôt dans une zone où il y a assez d'eau. Donc, votre problématique, elle sera différente de celle dans des zones où on est confronté à la sécheresse. Avec cette campagne thématique que vous voyez à droite, donc protection de la ressource en eau, on a voulu trouver un compromis, entre guillemets, entre les différentes problématiques qui peuvent exister pour un établissement sanitaire. Vous trouverez différentes actions qui sont suggérées à mettre en place dans votre établissement pour parvenir vraiment à construire un plan d'action en matière d'eau qui vous permet de réduire, déjà de connaître vos consommations, de les réduire et ensuite d'informer vos équipes par rapport aux efforts entrepris. Prochaine diapositive. En matière de décarbonation, donc réduction de l'impact carbone, on a de l'équivalent. C'est des outils qui sont en accès libre sur notre site. À gauche, pardon. C'est un guide de lecture, donc je pense que c'est 120 pages de condensé de retour d'expérience en matière de décarbonation des différentes entités de l'établissement sanitaire, ou aussi 13 clés de la décarbonation avec des fiches pratiques qui vous permettent en fait de vous lancer dans la démarche de la continuer ou de la parfaire. Donc vraiment différents niveaux de maturité d'établissement en la matière qui existent. Donc c'est disponible à télécharger sur le site internet. Prochaine diapositive. Juste pour vous signaler l'importance que les sociétés savantes se lancent dans la démarche aussi. SPHAR, donc la Société française d'anesthésie et réanimation, a vraiment fait un travail remarquable de mobilisation des professionnels par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec les gaz halogénés. Prochaine diapositive.
L'éco-conception des soins, finalement, chacun a son rôle à jouer. Donc, il y a différentes étapes dans la démarche. Euh, si le dispositif médical éco-conçu n'existe pas, bien entendu, l'acheteur ne pourra pas l'acheter. Le professionnel de soins ne pourra pas le mettre en application et finalement, le prescripteur ne pourra pas le prescrire. Donc, vraiment, l'important, c'est de travailler tous ensemble et que chacun à son niveau puisse agir de façon efficace. Prochaine diapositive. Alors, ça, c'est le plan d'action par rapport à l'éco-conception du soin. On ne va pas entrer dans les détails, mais vraiment juste pour vous montrer que voilà, finalement, il s'agit de passer en revue chaque étape en lien avec le soin pour voir où est-ce qu'on peut l'éco-concevoir. Le docteur Gabin Moumaï, qui est à l'origine de ce document, il est parvenu. Voilà, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il est parvenu, il a réussi dans la version éco-conçue, de baisser l'empreinte carbone à 0,98 kg équivalent au CO2. Donc, vous voyez à gauche les colonnes, ça c'est d'autres scénarios, pardon. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais finalement c'est très important parce que il faut multiplier donc l'empreinte évitée par le nombre d'interventions en France. Rien qu'en France par an, il y a 1,2 million de fois. Donc, vu là, voilà. Chaque initiative compte et finalement, il n'y a pas de petite initiative. Vraiment, il y a que des initiatives avec du bon sens dès lors qu'on se jette dans l'éco-conception du soin. Prochaine diapositive. D'autres initiatives, juste pour vous montrer que repasser en revue l'existant peut aussi permettre de se rendre compte de quelques incohérences. Là, je ne vais pas vous présenter toute la fiche, vous l'aurez de toute façon avec le support, mais il s'agissait en fait d'avoir un raisonnement sur l'utilisation raisonnée des antiseptiques en maternité. Le CHU de Nice est parvenu à le supprimer, entre autres pour le soin du cordon ombilical. Et je vous ai expliqué pourquoi dans la suite de la présentation, parce qu'en passant en revue les documents, ils se sont rendus compte, et là, vous voyez, c'est en gauche en bas, le point 2 de la notice qui précise par rapport à la bétadine, n'utilise jamais dans le... Alors là, c'est coupé chez moi. Est-ce que, du coup, je peux pas le lire, mais en tout cas, c'était déconseillé à partir du deuxième trimestre de la grossesse chez les prématurés et les nouveau-nés. Et du coup, ils ont arrêté, bien entendu, de l'utiliser dans le cadre du soin du cordon ombilical. Prochaine diapositive. L'assurance maladie aussi entre dans la danse. Les mémos que je vais vous présenter par la suite. Prochaine diapositive. Que vous avez peut-être croisé, qui existe depuis novembre 2024. Donc là, c'est plus pour la médecine de ville, mais en tout cas, c'est vraiment, ça fait partie de votre écosystème au sens large et c'est important de savoir que vous n'êtes pas le seul secteur à devoir ou à vouloir, à pouvoir vous organiser pour entrer dans une démarche de transformation écologique. Tous les secteurs sont concernés et là, le concours de tous les secteurs est nécessaire. Donc là, c'est par rapport tous les gaz propulseurs qui sont extrêmement nocifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour les traitements de ville. Prochaine diapositive. Les médicaments. Dont le CH de Dunkerque parlera beaucoup mieux que moi dans quelques minutes. Il faut juste retenir par rapport aux médicaments que la production des médicaments est extrêmement énergivore. Et c'est pour ça que la transformation écologique et la réduction de l'empreinte carbone de l'hôpital ne pourra pas se faire passer d'un travail sur la réduction des déchets issus des médicaments. Prochaine diapositive. À l'échelle régionale, il y a des dynamiques qui existent. Vous avez toutes les régions, un plan régional santé-environnement. Prochaine diapositive. Ça se décline vraiment, c'est comme un millefeuille. Donc là, vous avez des documents qui ont été générés à l'échelle nationale par des groupes de travail. Nous, au niveau de C2DS, prochaine diapositive, on a fait un travail pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour un établissement, de vouloir s'engager pour réduire la présence de perturbateurs endocriniens dans son établissement. Donc, cette campagne aussi, elle est à votre disposition pour structurer, pour alimenter vos réflexions, pour structurer votre démarche. Prochaine diapositive.
par rapport à une santé, donc One Health, comme on dit, sera bientôt la journée nationale mondiale de la biodiversité, le 22 mai prochain. Et c'est important de comprendre l'interconnexion entre l'humain, le végétal, l'animal, pour vraiment œuvrer tous en faveur de la protection de la biodiversité. Là aussi, c'est des actions qu'on propose aux établissements sanitaires pour structurer leur réflexion. Prochaine diapositive. Juste pour nous rappeler qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, il ne faut pas griller les étapes. Il y a différents leviers d'action du changement qu'il faut prendre en considération pour avancer de façon efficace et pérenne. Et prochaine diapositive, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous, dans votre travail de démarche qualité, le PDCA, vous maîtrisez à merveille. Nous, on s'est lancé dans la déclinaison à la RSE de cette démarche. Donc, là, typiquement aussi, c'est un outil qu'on vous propose pour vous faciliter, pour pouvoir aller plus vite. Et je terminerai sur la prochaine diapositive. Pour ceux qui ont l'envie de lecture, on a créé une bibliothèque de la RSE en santé qui comprend plus de 100 mémoires d'étudiants qui décrivent du coup exactement comment ils ont mis en place une démarche de développement durable dans leur établissement. Et cette bibliothèque, elle est à votre disposition si jamais vous souhaitez vous documenter. Et voilà, c'est terminé. Je vous retrouve tout à l'heure par rapport à questions-réponses. Merci beaucoup, Madame Vinclair. Merci beaucoup. Alors, on va passer du coup au retour d'expérience du centre hospitalier de Dunkerque. Alors, je vous partage le diaporama. Hop. Alors, je ne le vois pas apparaître. Il est là. Et voilà, du coup, je laisse la parole au docteur Forti pour donc les médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette. Eh bien, merci beaucoup du coup pour cette invitation et puis merci au C2DS d'avoir déjà fait cette présentation juste avant. Alors en fait à l'hôpital là de Dunkerque, nous avons participé à une étude justement menée par le C2DS et le réseau Médit. Donc là, c'était fin d'année, début d'année. Donc, on attend encore les résultats nationaux. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu participer à cette étude? Bah, voilà, comme on l'a dit, bah, le contexte, c'est l'environnement. Il faut savoir que bah, l'hôpital fait partie d'une énorme part en fait, de gaz à effet de serre de la France. C'est 8% de mémoire. Et dans ces 8%, on a 29% de ces gaz à effet de serre qui sont dus juste à l'achat de médicaments et voilà, 21% à l'achat de dispositifs médicaux. Donc évidemment, à partir de là, la question s'est posée, bah, tous ces médicaments qu'on en achète, certes, on en a besoin, mais il y a une partie qu'on jette. Alors dans ces cas-là, bah, combien déjà et aussi pourquoi est-ce qu'on les jette et est-ce qu'on pourrait éviter en fait de les jeter pour améliorer justement nos achats. Il y a le choix à la base de qu'est-ce qu'on achète, mais il y a après, une fois qu'on l'a acheté, bah, qu'est-ce qu'on en fait. Eh bien, évidemment, parce que, bah, comme on l'a dit, aller produire ces médicaments, c'est énorme d'un point de vue énergétique, d'un point de vue aussi consommation, donc de transport, etc. Mais il y a aussi après la pollution des milieux en fait par nos substances actives, donc par du coup nos déchets, par si jamais ils ne sont pas bien éliminés, ils vont venir polluer nos milieux et tout ça, ça a des conséquences en fait sur notre santé que l'on subit après dans les hôpitaux. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc le gaspillage aussi, en fait, est le moins en moins toléré en fait par les professionnels, comme on a de plus en plus tous une notion de qualité environnementale. Ça fait partie de nos choses sur lesquelles les gens sont de plus en plus sensibles. Les professionnels sont de plus en plus sensibles justement à l'écologie, sont de plus en plus sensibles à tout ce qu'on va faire par rapport à l'environnement. Dès qu'on met des projets en essai, ça fait partie des choses qu'ils vont nous dire, oui, mais là, le déchet, il est plus important. On a l'impression de plus jeter. Voilà, donc tout ce gaspillage au final qu'on va faire à côté, eh ben, c'est un impact sur la qualité de vie au final du travail par la sensibilisation de nos professionnels. Et aussi évidemment, bah, par un coût économique, hein, il faut le dire aussi, tout ce qu'on jette, bah, c'est de l'argent qu'on a dépensé et qu'on ne va pas utiliser. Donc il y a un énorme coût important donc, au niveau de la surconsommation de médicaments.
Donc là, ça va être du bon usage avec baisser notre consommation, mais aussi le mésusage, utiliser un médicament plutôt qu'un autre, pas la bonne posologie. Donc ça, c'est vraiment le travail des pharmaciens. La iatrogénie également. Et évidemment, les déchets issus des médicaments. Donc on va au plus possible essayer de diminuer. Donc, on s'est inscrit dans cette étude déchets issus des médicaments, donc qui est une étude nationale, donc gérée par le CDDS et le réseau Médit, qui permettait de mesurer qualitativement et quantitativement le gaspillage des médicaments à l'hôpital. Donc, les buts, c'était de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on les jette ces médicaments, de les évaluer d'un point de vue économique, mais aussi en équivalent CO2, et d'évaluer le poids de ces dimèdes et donc le coût de leur traitement. Donc, le but, c'est de dégager évidemment des pistes et de partager en fait ces pistes du coup d'action pour réduire les gaspillages médicamenteux. Il y a des choses qui sont faites dans des établissements qui ne sont pas encore faites dans d'autres. Et le but, ce sera forcément d'harmoniser les bonnes conduites et d'obtenir aussi une filière un peu responsabilité du pollueur-payeur, donc sur les DIMED, parce qu'actuellement, voilà, c'est l'hôpital qui paye tous ces déchets qui ne sont pas forcément bien éliminés. Donc la méthodologie, elle était plutôt facile puisqu'elle était clé en main. On n'avait pas besoin de réfléchir de quel périmètre il fallait qu'on fasse. Tout était déjà défini. Donc on avait le périmètre, on avait la grille de recueil, on avait même des affiches de communication où il fallait qu'on insère notre logo et voilà, tout était fait. Donc nous, en tant qu'établissement, les seules choses qu'on avait à faire, c'était un peu de prévenir notre direction qu'on voulait participer, donc d'avoir le raccord, de définir les services du coup qu'on voulait étudier et de communiquer avant, après, une fois qu'on avait les résultats, donc d'un point de vue local, puis d'un point de vue avec les résultats nationaux aussi pour se comparer, et de faire forcément les récoltes de ces fameux DIMED. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au centre hospitalier de Dunkerque, nous avions 4 services qui étaient volontaires, en plus de la pharmacie. Donc, c'était des services qui étaient déjà impliqués en fait dans le développement durable, donc par la participation de leurs cadres ou de leurs médecins ou même des paramèdes, donc au niveau du COPIL en fait de l'établissement développement durable. Donc, c'était l'USIC, l'USINV, la chirurgie urologie, l'anesthésie, donc au bloc opératoire, donc c'est l'anesthésie qui utilise les médicaments, et la réanimation. Donc, cette méthodologie, c'était de récupérer tout ce qui était jeté, et ce pendant une semaine entière, donc du lundi 8h jusqu'au lundi d'après 8h. Donc, nous, comment on a fait? On a mis en fait à disposition des poubelles, donc d'asseries, qu'on a étiquetées en fonction de la cause, de pourquoi est-ce qu'ils étaient jetés. Parce qu'évidemment, je dis, il fallait un point de vue qualitatif, il fallait, quantitatif, donc le combien et le poids, mais il fallait aussi le pourquoi. Donc, c'était un peu la méthode qu'on a trouvé le plus simple, c'est-à-dire de mettre une poubelle par critère de pourquoi est-ce qu'on jette. Et du coup, c'était comme ça, on n'avait pas besoin d'être tout le temps en fait dans le service pour récupérer. Donc, on a fait des formations rapides à l'équipe la semaine d'avant de mettre en place et le jour où on a mis en place. Et après, régulièrement, on repassait dans le service pour récupérer, pour pas que ça traîne et que ce soit sale, évidemment, mais aussi pour réinformer, comme les équipes, ça tourne, pour être sûr que la méthode soit bien comprise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nos résultats, à nous, à Dunkerque, on a fait du coup cette étude sur 56 lits et 12 salles d'opération. Et au total, on a récupéré 17 kilos de médicaments donc, sur une semaine et 4 services, plus la pharmacie qui avait tous les retours de tout le monde. Donc, à la pharmacie, on a eu 1,2 kg. C'est à la fois nos déchets à nous, je vous expliquerai après quels sont nos déchets à nous, et le retour en fait de tous les services, notamment des périmés. Et les services, on a eu du coup 15,8 kg de déchets, principalement du coup avec la réanimation et l'anesthésie où il y avait 15 kg. Les autres services, vous voyez, c'était moins de 800 grammes avec les 2 autres services réunis. Au niveau du coût des dimènes, on en avait pour 1 200 €, donc 400 € à peu près PUI et 840 du coup dans les services. Voilà. Dans la répartition des causes, cette fois, dans les services, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des services, principalement, ce sont des médicaments qui sont non administrés. Il y a très peu de médicaments périmés, très peu de médicaments, du coup, qui sont aussi non utilisés. C'est voilà,
des médicaments non administrés, des médicaments qui vont être incomplets et un petit peu de médicaments altérés, c'est-à-dire pas les bonnes conditions de conservation, des blisters qui sont du coup déjà ouverts et qu'on ne peut pas du coup utiliser la gélule. Et en fait, ceci s'explique principalement parce qu'on a étudié la réanimation et l'anesthésie. Et donc, ils vont utiliser beaucoup de produits qui sont injectables, donc avec des seringues et des protocoles de dilution bien codifiés. Donc, ils ne vont pas changer leur protocole pour justement éviter en fait les erreurs d'administration. Toutes les dilutions sont faites du coup en avance parfois. Et je vois la question, pouvez-vous expliciter les médicaments d'industrie spray? Donc, eh bien, c'est ça, c'est justement ces médicaments qui sont préparés en avance, donc en réanimation et en anesthésie, soit en avance, soit où ils vont être préparés donc avec une dilution pour une SAP. Et au final, il y a eu que 5 ml qui a été utilisé sur une SAP de 50. Donc ça fait 45 ml de médicaments qui ont été eh bien, non administrés aux patients et qui vont être jetés. Donc ça, c'est peut-être à revoir en fonction de ce qu'on a eu. On a évidemment plein de fois les mêmes molécules qui sont revenues. Et donc ça, c'est un travail qu'on va réaliser avec les anestes, avec la réanimation, pour savoir est-ce que les protocoles sont systématiquement utilisés en entier ou est-ce que systématiquement on n'utilise qu'une moitié de seringue. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser moitié moins de médicaments afin de préparer en fait le protocole, tout en gardant évidemment la sécurité du patient, c'est le but premier. Et c'est pour ça qu'il y a des protocoles et des dilutions prédéfinies. Dans les incomplets, ça va être des médicaments qui vont être multidoses. Donc, les flacons de bétadine qui sont périmés parce qu'ils ont été ouverts et pas utilisés entièrement avant la date de péremption, les stylos d'insuline, les flacons multidoses buvables. Voilà, c'est ces médicaments-là, multidoses, qui au final, le patient est parti ou la péremption après ouverture du flacon est arrivée. À la pharmacie, par contre, c'est principalement en fait des périmés. Donc des périmés de la pharmacie qu'on n'a pas sortis dans les services et des périmés des services qui nous sont revenus en fait à la pharmacie. Et on a aussi un petit peu de médicaments incomplets avec c'est aussi en fait des retours de médicaments incomplets. Donc, voilà, au lieu de les jeter dans le service, ils nous les ont rapportés à la pharmacie. Et un petit peu de médicaments donc altérés, donc altération de l'emballage primaire ou alors des défauts de respect des conditions de conservation. Voilà. Ça n'a pas été remis au frigo, ou alors il y a eu un pic justement de chaleur. Voilà. C'est principalement des produits frigo qui n'ont pas été remis au frigo dans les temps impartis. Question diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quels sont en fait maintenant, une fois qu'on a nos résultats, notre plan d'action? Déjà, on va communiquer en fait aux services participants. On est en train de le faire, donc sur le résultat service par service. On va mettre en place des poubelles du coup d'IMED dans les services qui ont plus de 5 kilos en fait par semaine, donc la réanimation et l'anesthésie. Actuellement, ils les jettent en fait dans les DASRI. Sauf que nous, à l'hôpital de Dunkerque, notre prestataire de DASRI valorise du coup nos déchets, c'est-à-dire qu'il y a une désinfection de nos déchets DASRI à 140 degrés et après, il va les mettre dans une vis sans fin qui va faire qui va les broyer et il va récupérer le métal, le polyéthylène, etc. Donc, ce qui fait que nos médicaments se retrouvent en fait avec ces déchets qui vont être valorisés, ce qui est très bien, mais ce qui fait qu'on ne traite pas en fait le médicament qui va risquer de polluer nos milieux en fait naturels. Voilà, donc c'est un peu la problématique. Donc, on va mettre des poubelles justement spécifiques médicaments dans les services qui ont énormément en fait de déchets de par leur activité. Ce qu'on a déjà nous à la pharmacie. Donc là, ça va vraiment être incinéré de façon à respecter la réglementation de médicaments non utilisés. On a déjà ces poubelles-là à la pharmacie, donc on va en fait les mettre ou les positionner en réanimation et au bloc opératoire. Ensuite, on va vouloir reprendre en fait cette grille-là, cette méthodologie-là, pour pouvoir le faire au niveau de l'établissement. Parce que là, on sait que la réanimation et l'anesthésie font beaucoup de déchets, mais on serait peut-être surpris avec les autres services qu'on va faire. Et on va faire du coup de pouvoir avoir des actions spécifiques, du coup service par service.
Et ensuite, une fois qu'on aura les résultats complets de l'étude, on refera une communication à l'échelle de l'établissement où on pourra également en fait se comparer, de savoir qu'est-ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Ça marche pour aller. Diapo suivante, Hop, s'il vous plaît. Est-ce si que vous la pouvez personne peut juste couper faut son ça micro? couper faut que le vous micro, switchiez s'il sur vous plaît. Alors, attendez, je le fais de mon côté. C'est bon. Merci. Et donc, je voulais parler en fait des autres actions en fait, qu'on fait déjà, nous, à la pharmacie de Dunkerque. C'est déjà une gestion en fait, de nos périmés. Vous voyez qu'on a encore du travail, mais on est déjà avancé, c'est-à-dire qu'on essaie de les détecter au maximum en amont. On essaie de les détecter 3 à 6 mois en fait, avant, afin de ventiler en fait, sur les principaux consommateurs, donc pour éviter en fait, d'avoir des périmés ou de les revendre quand on sait qu'on ne va pas réussir à les ventiler. Enfin, on a aussi une gestion en fait, de nos médicaments non utilisés. Déjà, on fait la réintégration des retours des services dans nos stocks PUI. Je sais que ce n'est pas fait dans tous les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on va reprendre tout ce qui n'a pas été utilisé, qui a été sorti en nominatif, tout ce qui n'a pas été utilisé par les services, on va les remettre dans notre stock PUI. Donc, ça prend du temps, mais au final, ça nous permet d'éviter un énorme taux de médicaments qu'on devrait jeter si on ne le faisait pas. Donc, évidemment, c'est s'il n'y a pas de péremption proche et si l'état est correct, hein, bien évidemment. On fait également des trousses et des sets sur mesure pour les DM. Et on a aussi fait attention à nos perturbateurs endocriniens dans nos achats au niveau des DM. Donc, on a vraiment, quand on fait nos achats, des lignes sans DEHP. On fait attention aussi au latex, mais ce n'est pas un perturbateur endocrinien, mais allergisant. Voilà, on a plein de consignes au niveau de nos achats là-dessus. Et on a fait encadrer une thèse d'un interne justement sur les perturbateurs endocriniens, donc c'était à l'instant T, hein, tous nos perturbateurs en pédiatrie, et au final, il y avait moins de 3% en fait, de dispositifs qui contenaient des perturbateurs endocriniens, et c'était des dispositifs qui n'avaient pas d'alternative. On a également des filières de tri de nos déchets, donc qui sont vraiment soit spécifiques, hein, nos produits médicamenteux cytotoxiques, donc on va avoir une filière médicaments chimio, médicaments non utilisés. On a aussi des filières qui sont globales à tout l'établissement, donc le tri des déchets d'emballage, donc recyclables, les déchets alimentaires, qui sont ça, c'est dans tout l'établissement, donc on les a également à la pharmacie. Mais comme vous voyez, ça commence à faire quand même pas mal de filières différentes. Donc, pour ça, on a fait une formation vraiment de l'équipe de l'ensemble de la pharmacie, donc de tout le monde. Les 50 personnes de la pharmacie y sont passées sous forme en fait, de petits jeux. On a pris en fait un peu tous nos déchets qu'on avait à la pharmacie, toutes les poubelles, et on a formé par petits groupes les personnes pour être sûr que tout soit bien mis au bon endroit. Ça peut être un détail, mais par exemple du papier avec un nom de patient ou des données économiques, ça va être dans la filière papier confidentiel, alors que du papier qui n'a aucune de ces données sensibles, ça peut tout à fait être en recyclable. Donc pour un seul même type de déchet, on a 2 filières différentes. Et aussi d'un point de vue traitement, c'est pas du tout pareil d'un point de vue économique aussi, il faut se le dire. Et on a mis en fait en adéquation donc toutes nos catégories de poubelles. Une fois qu'on a recensé tous ces déchets, qu'on a formé tout le monde, on a mis toutes les poubelles aux endroits où on générait en fait les déchets pour aussi éviter qu'on se trompe. C'est-à-dire que si avant il y avait des déchets qu'il fallait mettre en poubelle noire, hein, ordures assimilées, ordures ménagères, et en fait il n'y en avait pas du tout à proximité, donc ils le mettaient systématiquement dans la première poubelle qu'ils voyaient, le recyclable, alors que ce n'était pas recyclable. Donc on a aussi un peu retransformé toutes nos poubelles dans la pharmacie. Et évidemment, on prend, mais ça je vous l'ai déjà dit d'un point de vue DM, mais aussi d'un point de vue médicament, il y a toujours une dimension RSE, donc qui est pris en compte dans nos procédures d'achat, donc au niveau de la pharmacie. Et voilà. Je crois que c'était ma dernière diapo. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un gros travail quand même qui a été fait du coup, en pharmacie, et je pense que du coup dans les services, ça a dû aussi, avoir un impact en fait cette enquête? Oui, alors ça a eu un impact parce que à chaque fois qu'on passait, il nous dit, justement, les soignants se disent, bah oui, mais comment est-ce qu'on peut faire? Ou alors là, c'était un demi-comprimé, est-ce qu'on peut pas avoir le dosage en dessous pour éviter d'avoir un demi-comprimé et le jeter Ouais. systématiquement? Des fois, c'est des
petites choses, mais en effet, c'est des choses qu'il faut qu'on analyse et regarder est-ce que ça vaut le coup sur l'ensemble de l'établissement d'avoir cette référence et ce dosage-là en plus. Voilà, c'est des discussions en effet qu'on amène au fur et à mesure et ça a permis justement de démarrer cette discussion en fait avec les services. Là, au niveau de la réanimation, on a des grandes discussions sur la mise en place de ces poubelles spécifiques d'IMED parce que c'est principalement au final des seringues donc non terminées. Donc la question c'est est-ce qu'il faudra vider du coup la seringue dans la poubelle et jeter la seringue qui est recyclable dans un autre contenant ou est-ce qu'on jette toute la seringue mais voilà, dans ces cas-là, on ne recycle pas la seringue en plastique. Mais c'est un côté, si on jette que le contenant qu'on vide, on a un risque d'éclaboussure, donc pas terrible pour les soignants. Comme c'est du liquide, il faut mettre une poudre gélifiante avant de. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment plein de questions en ce moment qu'on se pose le pour et le contre et on évalue vraiment toutes les possibilités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée sur la base. On prend les idées comme ils viennent et voilà, qui ont été enclenchées par ce travail. Et donc, maintenant, on fait un par un et on évalue en fait la faisabilité suite à ça voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le mieux c'est-à-dire avec les moyens humains, économiques, voilà, et voilà, qu'on peut avoir. Et du coup, donc là, l'enquête, donc vous avez vos résultats établissement, mais du coup, le réseau Médite prévoit de faire des résultats nationaux de ce fait? Absolument. Alors D'accord. c'est une action collective. On a appelé ça une action collective parce que c'est un des objectifs, c'était de mettre en place une dynamique. Donc Paris réussit. Une dynamique au sein de l'établissement. Il y avait une forte valeur pédagogique ajoutée, voulue pour l'État, pour ce projet. Alors, il y a 210 fichiers qui ont pu être consolidés et validés, du coup, pour intégrer le rapport national. Donc là, on a mandaté un prestataire de service pour nous calculer l'empreinte carbone qui va avec tous ces déchets issus des médicaments. Et en parallèle, il y a les ordinateurs du réseau Médite qui moulinent, qui chauffent pour établir tous les indicateurs qu'on a envie d'intégrer dans ce rapport national. Et la publication, du coup, alors il y a 3 niveaux. Il y a l'établissement individuel qui va recevoir son rapport d'action, voilà. Il y aura une initiative à l'échelle des régions et puis il y aura le rapport national. Pour l'établissement individuel et pour le rapport national, on vise la première quinzaine de juin pour présenter les résultats. D'accord, OK. Voilà. Mais le travail est en cours mais pour l'instant, on a bon espoir. C'est pour ça, j'ose dire que première quinzaine de juin, on vous redonne rendez-vous déjà pour les participants, pour les établissements participants pour recevoir leur rapport individuel et puis pour connaître les résultats nationaux, pour savoir en fait ces déchets issus des médicaments, pourquoi les établissements les jettent, et combien ça représente aussi en termes d'argent et combien ça représente en termes d'impact carbone. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce que la grille de recueil sera disponible même hors, on va dire, hors enquête Oui, nationale? Si tout à jamais fait, un c'est un outil établissement veut pédagogique. s'évaluer? Voilà. Alors, un établissement pourra toujours individuellement remplir la grille d'évaluation, ou on appelle ça la grille de recueil. Donc, vous avez les libellés de toutes les spécialités pharmaceutiques qui sont disponibles à l'hôpital et vous avez les différentes raisons qui peuvent vous conduire à abandonner, donc à jeter ce médicament. Après, voilà, il y aura pas d'analyse automatique qui se fera, donc ça sera à l'établissement de le faire lui-même. D'accord. Alors, le kit participant a été déposé. Alors, à l'époque, on a lancé l'action collective, le réseau Médite, donc, comment dire, le collectif des 14 ans Médite France ne disposait pas encore de son propre site internet. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais le kit de participation était déposé auprès de l'Omédite Île-de-France, mais la page, elle est fermée. Donc, si vous souhaitez bénéficier de la grille de recueil, vous me faites un message, un mail et je vous l'adresserai avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Alors et je vois qu'il y avait une question, du coup, pouvez-vous développer sur les médicaments non administrés, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il?
C'est ce que j'ai répondu du coup à l'oral, c'est tout ce qui est en fait seringues, notamment d'injectables qui étaient préparées et non administrées ou du tout ou entièrement en fait. Nous, dans notre cas, c'était principalement ça. Après, je pense que dans l'étude, c'était vraiment l'exemple, c'était injectables préparés à l'avance, hein. Il me semble que c'était vraiment ça l'objet de l'étude dans médicaments non administrés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, après, si, voilà, faut le temps aussi de revoir un petit peu toutes ces notions. Si jamais vous avez des questions, je pense que Dr Fortry et Dr Winkler seront d'accord. J'enverrai un petit mail si jamais il y a des questions spécifiques en fonction. Eh bien, écoutez, encore un grand merci au Dr Fortry et à Mme Winkler du C2DSS pour leur présence cet après-midi. Et puis, un grand merci à tous pour votre participation. Bel après-midi. Merci. Au revoir. Merci. Merci encore pour beaucoup. l'invitation. Merci.